Mais ce qui est très intéressant dans l'impôt, c'est qu'en réalité, la mise en place de l'impôt est secondaire. Ce qui est premier, c'est la philosophie de l'impôt. Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer avec vous l'histoire et la philosophie de l'impôt. Je voudrais commencer par vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, je suis docteur en histoire économique. J'ai fait une thèse de doctorat avec Jacques Marseille et Dominique Barjot. Et puis, j'ai également cofondé et co-dirigé un lycée indépendant pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis professeur d'économie politique à l'IRCOM et je dirige la revue de géopolitique Conflit. Très bien. Je voudrais commencer par une question simple. Quel a été le premier impôt en France? Alors, un des premiers impôts, c'est le sel, qui a été source d'imposition fiscale jusqu'à la Révolution. Il y a aussi des impôts sur les douanes, les octrois, qui sont probablement parmi les premiers impôts existants. Mais ce qui est très intéressant dans l'impôt, c'est qu'en réalité, la mise en place de l'impôt est secondaire. Ce qui est premier, c'est la philosophie de l'impôt, c'est-à-dire la vision que l'on se fait de l'homme et de la société. Et souvent, quand on parle d'impôt, les gens pensent uniquement comptabilité. Ils pensent uniquement leur porte-monnaie, qu'est-ce qu'on leur prend et à quoi ça sert. En réalité, ça vient en deuxième. Ce qui vient en premier, c'est que derrière tout impôt, il y a pour le gouvernant la vision qu'il a de la philosophie politique et de l'anthropologie. C'est-à-dire quelle vision il se fait des personnes qu'il dirige et quelle vision il se fait de la société. Je donne un exemple. L'impôt sur les successions est créé pendant la Révolution française. Eh bien, cet impôt sur les successions est le résultat d'une philosophie qui est qu'on veut éviter, voire supprimer l'accumulation du capital. Le fait que la noblesse ait été exempte d'impôts monétaires, elle avait ce qu'on appelait l'impôt du sang, ça correspond aussi à une philosophie. C'est-à-dire la noblesse payait l'impôt par la pratique de l'armée, ce qu'on appelle l'impôt du sang, et donc était de ce fait exclu de l'impôt monétaire. Donc ce qu'il faut toujours voir en matière fiscale, c'est d'abord quelle est la philosophie de l'impôt, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça c'est le plus difficile, parce que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais vous avez trois types d'impôts, trois grandes familles d'impôts. La première famille d'impôts, c'est, on va dire, c'est l'impôt contributeur. C'est le plus classique, c'est l'impôt qui contribue à subvenir aux besoins de l'État. Et après, l'État dispense ça comme il veut, éducation, armée, sécurité, peu importe, mais on paye des impôts pour financer des dépenses de l'État. Ça, c'est la version classique, celle qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Il y a une deuxième grande famille d'impôts qui apparaît au XIXe siècle, c'est l'impôt redistributeur. Et là, on n'est plus du tout dans la même logique philosophique. C'est l'idée que l'impôt doit modifier la société. Je prends de l'argent à des personnes que je vais choisir, et je vais choisir les personnes et l'assiette et les taux pour redonner cet argent à d'autres personnes. L'idée étant là que l'impôt va corriger. Alors on va définir des inégalités, on va créer le concept d'inégalité, et l'impôt va corriger ces inégalités. Et avec l'impôt redistributeur, on change complètement la philosophie de l'impôt. Ça apparaît au début du XIXe siècle. Et ça continue encore aujourd'hui. On a une troisième catégorie d'impôt qui est apparue il y a une petite vingtaine d'années, qu'on pourrait appeler l'impôt comportemental. Là, on va encore plus loin. Ce type d'impôt, c'est modifier les comportements. Par exemple, c'est le bonus-malus sur les voitures. Je veux favoriser tel type de voiture et interdire tel autre type de voiture. C'est la taxe soda. On veut interdire la consommation de telle ou telle boisson, telle ou telle nourriture. Et là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la même philosophie de l'impôt. Donc, ce n'est pas je taxe les sodas, c'est j'ai modifié ma philosophie d'impôt. Mon impôt va servir à autre chose, il va servir à modifier les comportements, il va servir à façonner l'homme. Et donc, je taxe le soda. Et les gens ne voient que la taxe soda, ils ne voient pas la philosophie qu'il y a derrière. Or, c'est celle-là qui est la plus importante. Mais du coup, on devrait envisager l'histoire de l'impôt comme l'histoire de la philosophie de l'impôt. Est-ce que de ce point de vue-là, vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a eu une évolution de la philosophie de l'impôt en France? Est-ce que les rois ont eu une philosophie différente des présidents post-révolution? Comment ça a évolué? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on traite dans l'ouvrage qu'on a écrit avec Victor Fouquet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de l'impôt en France suit à peu près la même voie qu'en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie française. Il y a pu y avoir évidemment, il y a
particularité nationale, mais c'est une voie qu'on a partout en Europe. Les 3 grandes familles d'impôts que je vous ai données, on les a aussi en Europe. Ce que l'on voit, c'est qu'on a donc la version classique, qui est l'impôt redistributeur, qui apparaît au moment des guerres. C'est-à-dire que le roi, le souverain, le monarque, prend toujours prétexte des guerres, parce qu'il a besoin d'argent, pour prélever des impôts. La guerre de 100 ans, les guerres de Napoléon, les guerres de Louis XIV avant lui, etc. Il y a un vieux principe en histoire fiscale, c'est qu'un impôt, il est toujours provisoire et à taux faible. Et évidemment, l'impôt provisoire dure et devient quasiment définitif, et les taux ne cessent d'augmenter. L'impôt sur le revenu était provisoire, à taux faible, il a augmenté, la CSG, pareil. Donc il ne faut jamais se laisser avoir. Quand on dit qu'un impôt est provisoire, on peut être certain qu'il va durer au moins 3 siècles. Donc la guerre est toujours un accélérateur d'impôts. Et la guerre ou la crise, d'ailleurs on l'a vu avec la crise du Covid, ça a été l'occasion de créer de nouveaux impôts, d'augmenter certains impôts, même si le gouvernement s'en est défendu. Donc ça correspond à une philosophie très classique, qui est l'idée que l'État est limité au sujet régalien. Donc l'État, il apporte la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, il n'apporte pas autre chose. Le grand tournant, c'est la Révolution française. À partir du moment où l'État va se donner comme mission d'entrer dans la vie privée des gens. Donc par exemple de s'occuper de l'école, de s'occuper de la santé. Les premières écoles étatiques, c'est la Révolution française. Napoléon crée l'université napoléonienne. Alors, nos éditeurs le savent, mais on n'a pas attendu la Révolution et on n'a pas attendu Jules Ferry pour avoir des écoles en France, ni pour avoir des écoles gratuites. Ça existe, les écoles gratuites, dès l'époque médiévale. Mais à partir de ce moment-là, l'État s'arrogeant d'autres fonctions, d'autres rôles, il crée d'autres impôts pour financer ces nouvelles fonctions. Et puis le troisième tournant, c'est les années 1930, avec là aussi accélération de la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place de l'État-providence. Alors l'État-providence, ce n'est pas 1945, ce n'est pas Lord Beveridge et ce n'est pas la sécurité sociale de 1945, ça a commencé dans les années 1930. La sécurité sociale, par exemple, on commence à la mettre en place en 1934. Et le processus s'achève en 1945. Bon, là aussi, les premières mutuelles privées, c'est 1830. Donc les assurances sociales privées naissent un siècle avant les assurances sociales publiques. Mais la mise en place de la sécurité sociale ou des retraites par répartition impose de mettre en place de nouveaux types d'impôts. Donc on a ces 2 moments d'accélération, de changement philosophique, conceptuel, c'est la période révolutionnaire et la période Deuxième Guerre mondiale qui est un accélérateur. Et depuis les années 1945 à aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter. Donc dans les périodes de crise, en fait, on va avoir une augmentation brutale et en fait pérenne par la suite. La crise permet de faire accepter certains changements au nom de la protection et au nom qu'on passe dans une nouvelle société et donc c'est l'occasion d'en profiter. Et puis les personnes étant aussi dans une situation un petit peu de stress ou elles ont d'autres préoccupations, c'est un moyen de faire passer des choses qui ne seraient pas passées auparavant. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans l'histoire de la fiscalité, notamment pour l'histoire de la droite au sens large, c'est que la droite s'est toujours opposée aux nouveaux types d'impôts. Et une fois que ces impôts ont été acceptés, elle les a toujours défendus. La droite aujourd'hui ne défend pas, ne veut pas revenir sur la CSG alors qu'Édouard Balladur avait promis qu'on reviendrait dessus quand il reviendrait au pouvoir. Elle ne veut pas revenir sur l'impôt sur le revenu, elle ne veut pas revenir sur l'impôt sur les successions, alors qu'elle avait toujours dit que dès qu'elle reviendrait au pouvoir, elle les supprimerait. Donc il y a aussi une acceptation de l'impôt qui fait que l'impôt est inacceptable avant d'être mis en place. Et une fois qu'il est mis en place, il est dans l'ordre commun et ça devient même inacceptable de le supprimer. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, le supprimer paraît inacceptable à la plupart des gens. Il y aurait une révolte si on devait supprimer l'impôt sur le revenu. Idem pour l'impôt sur les grandes fortunes. On sent bien qu'il y a une tension sociale si on venait à le supprimer. Donc ce qui est très intéressant dans ce phénomène de révolte fiscale, c'est qu'avant de mettre en place un impôt, on a des révoltes. Et une fois que l'impôt existe, c'est quand on veut le supprimer qu'on a des révoltes. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes qui se révoltent. Très intéressant. Justement, vous avez parlé de la droite sur ce sujet, sur une histoire plus récente. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une culture de l'impôt dans une couleur politique plus que l'autre? Est-ce que, alors, traditionnellement, on dit que la gauche a plutôt vocation à augmenter les impôts, etc., et la droite plutôt au contraire. Est-ce que ça se vérifie à l'épreuve des faits, cette situation? Non, pas du tout. Il y a une adhésion commune à la dépense publique
et à la fiscalité qui est largement partagée gauche et droite. D'ailleurs, probablement la raison principale de la disparition à la fois des LR et du Parti socialiste. C'est que finalement, au-delà des mots et des discours, leur politique est la même. Différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, au-delà de quelques grandes réformes un petit peu clivantes, en fait, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que les deux ont disparu, parce que c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence fondamentale, parce qu'il y a une adhésion à l'État-providence, il y a une adhésion à la sécurité sociale, il y a une adhésion à la retraite par répartition. Donc il n'y a pas de différence philosophique. Et comme l'impôt, c'est d'abord de la philosophie, si les deux grands groupes politiques partagent la même philosophie, et que les bisbilles sont uniquement sur des questions de nature, enfin non pas sur les questions de nature, mais uniquement sur des questions de taux ou sur des questions de temporalité, en réalité, il n'y a pas de différence fondamentale entre eux. Et est-ce qu'au cours de l'histoire, il y a eu quand même des moments de baisse d'impôts importantes? Est-ce qu'on a un jour, on est en droit d'espérer qu'il y ait une baisse d'impôts? Est-ce que ça a eu lieu ou on est sur une augmentation constante et la tendance est quand même à l'augmentation. On est aujourd'hui à peu près 55% de prélèvements fiscaux. Général de Gaulle disait qu'au-delà de 30% était dans un régime communiste. Donc les impôts ne cessent d'augmenter parce que les dépenses de l'État ne cessent d'augmenter aussi. Là où c'est un peu moins douloureux, c'est que la richesse du pays n'a cessé de croître également. Donc prélever 55% en 2022, ce n'est pas la même chose que prélever 55% en 1822. En 1822, beaucoup de gens vivaient dans l'indigence. Donc vous le prélevez la moitié, ils sont complètement morts. Aujourd'hui, on arrive malgré tout à survivre. Donc la pression fiscale a augmenté aussi en proportion de la richesse accumulée du pays, ce qui fait qu'elle a été rendue moins visible, moins perceptible. Parce qu'on a gagné beaucoup moins à cause de l'augmentation de la fiscalité, mais comme on continue quand même à gagner de l'argent et à s'enrichir, ça passait un peu moins douloureusement. Justement, sur la douleur des impôts, est-ce que vous pensez qu'il y a une logique, je pense au prélèvement à la source, pour l'État de cacher en fait ce qu'ils prennent en impôts? Est-ce qu'il y a parce que les Français le vivent moins mal s'ils ne le savent pas. Est-ce qu'il y a une logique là-dessus? Parce que beaucoup en parlent. C'est pour moi le grand drame de la démocratie, c'est qu'on parle de sujets avec lesquels les gens n'ont pas les éléments pour faire un choix rationnel. Je rappelle que élire, ça veut dire choisir. Donc quand on choisit entre deux fromages, on est capable de savoir quel goût ils ont, comment ils sont fabriqués et si un est fabriqué en Chine, l'autre est fabriqué en France. Et on fournit énormément d'informations aux consommateurs pour qu'ils puissent faire des choix rationnels et savoir où c'est fabriqué et comment c'est fabriqué. Or, il n'y a pas cette traçabilité-là, il n'y a pas ces informations-là en matière fiscale. Et donc le choix électoral est impossible. Aujourd'hui, il est impossible pour quelqu'un de normalement constitué de lire une fiche de paye. C'est illisible. On ne sait pas combien on est prélevé. Déjà, la distinction entre charges patronales et charges salariales est difficile à comprendre. Les différents taux, les différents sigles. Et donc, il ne peut pas y avoir de démocratie si on n'a pas des informations claires sur comment fonctionne l'État, comment il prélève et à quoi sert l'argent. À la limite, qu'il y ait des 55% de prélèvement, ça ne serait pas un problème si on savait exactement qu'on est prélevé à hauteur de 55%, si on savait comment on est prélevé et à quoi ça sert. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même des spécialistes de la fiscalité ont beaucoup de mal à évaluer, par exemple, combien on cotise tous les mois à la sécurité sociale. Alors demander à un électeur lambda, c'est impossible. Regardez le débat sur les retraites. Le débat sur les retraites, en fait, il n'y a pas de débat parce que quasiment tout le monde est contre la retraite à 65 ans. Mais demander concrètement comment fonctionne la retraite par répartition, la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est un grand mal en démocratie et ça explique aussi probablement pourquoi il y a une telle abstention. C'est que non seulement vous avez une politique qui est commune à l'ensemble des partis, puisqu'il n'y a pas de différence philosophique entre eux, mais en plus, comme les gens ne voient pas exactement comment fonctionne le système démocratique, il est normal qu'ils ne s'y intéressent pas. Et donc, si on veut que les gens reviennent aux urnes, une des premières choses à faire, c'est d'abord d'expliquer comment fonctionnent les choses. Mais, vous l'avez dit, il y a aussi une raison politique de cacher, parce que si on savait exactement comment ça fonctionne, peut-être qu'il y aurait davantage de réticence. Très bien. Avant d'en venir aux révoltes fiscales, qui est l'objet de votre ouvrage avec Victor Fouquet, je voudrais justement aborder un dernier point sur la philosophie de l'impôt. Quand Emmanuel Macron réforme l'ISF et le transforme en IFI, il bascule en fait, il enlève
tout le capital financier de l'assiette de l'impôt. Est-ce que vous considérez, parce que beaucoup le pensent, qu'il y a derrière cette réforme une philosophie anti-enracinement de l'impôt chez Emmanuel Macron? Oui, complètement. D'ailleurs, tout le monde a dit qu'on avait supprimé l'impôt sur la fortune. Ce n'est pas vrai. Il a changé de nom, il a changé de nature, mais il n'a pas été supprimé. Et effectivement, on a exonéré, on va dire, la matière volatile, les aspects financiers. Et en revanche, la partie immobilière, donc les biens meubles, les maisons et autres, eux, sont toujours taxés. Et donc ça, c'est une atteinte à la transmission, au patrimoine familial. Donc ça va de pair avec le droit de succession. Effectivement, ça va encourager il y a des personnes qui n'ont pas de lieu de famille ou qui n'ont pas de maison, et ça va favoriser en revanche ceux qui sont davantage dans la volatilité et dans la possession de biens financiers beaucoup plus facilement transposables d'un portefeuille à l'autre. Mais vous pensez que derrière tout ça, il y a une philosophie? Oui, tout à fait, oui, ça correspond à une philosophie, on pourrait dire anti-enracinement ou anti-transmission, ou, enfin en tout cas, ou anti-terroir. Hein. On supprime la géographie, on supprime les lieux. Très bien. Maintenant, je voudrais donc aborder les révoltes fiscales. Est-ce que, puisqu'on a vu que l'impôt, les taxes augmentent de façon continue en France maintenant depuis des siècles, est-ce que les Français se sont soulevés? Comment se sont-ils soulevés au cours de l'histoire? Alors, il y a à la fois beaucoup de révoltes fiscales et, dans le même temps, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup parce qu'effectivement, on peut les répertorier. On en a présenté les principales dans cet ouvrage. Et au regard de la pression fiscale, on peut quand même considérer que, malgré tout, le nombre de révoltes fiscales est quand même assez faible au regard de l'importance de la pression fiscale. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pression fiscale est quasiment une des rares causes de révolte. Il n'y a pas de révolte pour la guerre, par exemple. Les gens ne vont pas se révolter parce qu'un pays entre en guerre, pour empêcher une guerre, ou au contraire pour demander l'entrée en guerre. Ça, il n'y a pas de révolte dans ce cas-là. Il n'y a pas de révolte en matière d'insécurité. On voit en France actuellement, il y a une augmentation de l'insécurité. Il n'y a pas de révolte, les gens ne descendent pas dans la rue pour demander à ce qu'on supprime l'insécurité. Donc la fiscalité est quasiment le seul moteur de la révolte. Et de la révolte parfois très violente, aussi bien au XXe siècle que dans les siècles antérieurs. C'est-à-dire prise de ville, mort, destruction de bâtiments. Donc dès qu'on touche à l'intime, au portefeuille, à des choses qui parlent, là, ça suscite la révolte. Alors on me dirait l'insécurité, c'est aussi quelque chose qui parle, mais ça ne suscite pas de révolte. Et historiquement, les premières révoltes, est-ce que vous pouvez nous citer comme ça une de révolte intéressante? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a une que je trouve très intéressante, qui est la révolte des bonnets rouges. On est sous le règne de Louis XIV. Elle est intéressante pour son histoire. C'est-à-dire que c'est une révolte qui démarre en Bretagne. Alors, c'est assez compliqué, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais une des causes de la révolte, c'est l'augmentation du papier timbré. Donc c'est le timbre qu'on met sur les papiers. Alors ça a disparu maintenant, quasiment disparu, mais c'est le timbre fiscal, c'est le timbre pour les notaires. Et à cette époque-là, c'est très fortement utilisé. Donc il y a une révolte à partir de là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui se révoltent dans le nord de la Bretagne mettent un bonnet rouge comme symbole de révolte. Une révolte très dure qui a été matée par le pouvoir central. Et lorsqu'il y a eu ensuite, sous François Hollande, une révolte contre les éco-taxes, les Bretons qui sont révoltés avaient remis un bonnet rouge en référence à cette révolte-là. Donc je trouve ça intéressant de voir cette permanence à travers l'histoire et d'avoir repris le même symbole. Mais si je reprends la révolte des bonnets rouges en Bretagne, il n'y a jamais eu de révolte, par exemple, contre la gabelle, ou très peu. C'est assez, il y en a eu quelques-unes, mais assez faibles, alors que c'est quand même l'impôt principal. Donc souvent, la révolte, elle vient sur un impôt qui est un peu secondaire, mais qui a un effet... celui de trop, quoi. Voilà, c'est un peu celui de trop et qui a une force symbolique importante. Alors que la gabelle, que beaucoup payent régulièrement, il n'y a pas vraiment de révolte. Où souvent sont également Ce qui est intéressant, c'est la géographie des révoltes. C'est-à-dire que vous n'avez jamais une révolte qui concerne toute la France. C'est toujours localisé, soit dans des couches sociales, soit dans des zones géographiques. Donc là, j'ai cité la révolte des bonnets rouges, c'est uniquement Bretagne, mais surtout le nord de la Bretagne. Ce n'est pas le sud de Bretagne, ce n'est pas le Finistère. Vous avez des révoltes qui sont que dans le Languedoc, ou d'autres qui sont, comme à l'époque de Charles V, uniquement à Rouen. Donc ce sont des révoltes géographiques, souvent des lieux qui sont fraîchement rattachés au royaume de France,
et qui par conséquent, c'est davantage enfin, c'est à la fois une révolte contre la fiscalité, mais aussi une révolte contre le pouvoir central. Il y a un mélange des deux. Donc c'est à la fois une révolte on va dire, économique et une révolte politique. Et puis moi, il y a la révolte qui me plaît le plus, c'est la révolte des nobles contre la réforme de Turgot. Là, on est fin 18e, 1770, par là, 74-75. Turgot veut faire payer un impôt monétaire à la noblesse. Donc, je rappelle que la noblesse paye l'impôt, hein, elle paye l'impôt du sang. Et justement, Turgot leur dit, bon, l'impôt du sang, ça va bien à l'époque médiévale, mais ça fait longtemps que vous ne montez plus sur un cheval pour aller combattre contre les Autrichiens ou contre les Anglais. Donc maintenant, vous allez payer un impôt en bonne monnaie. Et là, la noblesse se révolte et publie un texte, donc c'est la révolte du Parlement de Paris, qui est absolument fabuleux, on le cite dans l'ouvrage, en disant, si vous supprimez ce privilège de la noblesse, vous transformez la société, vous touchez à la structure même de la société, à la philosophie même de la société. Ce en quoi le Parlement de Paris a parfaitement raison. Et Turgot le sait bien. Et donc là, on a une révolte fiscale qui est une vraie révolte philosophique entre Turgot qui veut proposer un autre modèle de société, où la noblesse paye l'impôt en monnaie, et la noblesse qui s'oppose à ce modèle de société. Turgot n'a pas réussi à faire sa révolte, pardon, à faire sa réforme. La réforme, elle est mise en place en 1789, la nuit du 4 août. C'est en fait la réforme de Turgot, 10 ans plus tard, qui est mise en place. Donc ça s'est fait. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le motif intellectuel. Le Parlement de Paris, pour faire un peu simple, dit la réforme de Turgot, elle est injuste. Et donc il faut la maintenir. Et c'est amusant d'avoir la révolte des privilégiés. Souvent, on pense révolte uniquement la révolte des croquants, les gens qui sont asservis d'impôts et qui se révoltent. Non, la révolution ou la révolte, c'est toujours le fait des classes privilégiées ou des classes moyennes supérieures ou un petit peu inférieures. On ne se révolte jamais quand on a faim. C'est jamais le peuple qui se révolte. Ça, c'est le mythe marxiste. C'est pas ça. Regardez aujourd'hui qui se révolte contre l'impôt. C'est la CGT qui se révolte contre la suppression de ses privilèges. Ce sont les avocats qui se révoltent quand on a voulu modifier leur système de retraite. Mais on a quand même les Gilets jaunes. Il y avait des qui se sont révoltés contre l'augmentation de la taxe sur l'essence. C'était un mouvement populaire, quoi qu'on en dise au début. Ah oui, mais il y a une grande ambiguïté dans les Gilets jaunes. C'est que c'est à l'origine une révolte contre l'augmentation de la fiscalité, mais qui malgré tout, quand on regarde la structure sociale, ce n'est pas les catégories les plus pauvres de la société qui se sont soulevées. Il y en a quelques-uns, hein, mais dans le groupe majorité, ce n'est pas la catégorie la plus pauvre. Et la révolte fiscale au début, qui était vers le moins d'impôts, a duré les premières semaines, et ensuite, c'est devenu une réforme demandant davantage d'impôts, davantage de redistribution. Donc il y a eu un changement dans la nature de la révolte. Le gilet est resté pareil, mais ce qu'il portait et leurs revendications a évolué. Et ça, c'est l'ambiguïté ou la grande complexité de cette forme de révolte qui est vraiment très particulière. Et il y a une révolte dont je voudrais quand même parler, c'est une grande révolte, c'est la Révolution française. Est-ce que c'était à l'origine, vous venez d'en parler un peu, une révolte fiscale? Oui, c'est complètement une révolte fiscale, et c'est une révolte qui est menée par la noblesse et par la bourgeoisie, et essentiellement à Paris. Donc la noblesse qui se révolte contre Louis XVI, et qui dit hors de question qu'on paye des impôts, donc on demande les états généraux. Et à partir de là, on part dans un engrenage qu'on n'arrête plus. Et donc la nuit du 4 août, la nuit du 4 août d'ailleurs qui est faite, donc réforme de Turgot, mais qui est faite par les grands de l'époque, hein, c'est La Rochefoucauld-Liancourt, qui est probablement le Français le plus riche de son temps et qui est celui qui a le plus de domaines. C'est lui qui demande l'abolition des privilèges de la noblesse. Et ensuite, vous avez les grands bourgeois qui participent à cette révolte en disant c'est une manière pour nous de récupérer une parcelle du pouvoir. Donc grande bourgeoisie ou petite bourgeoisie des villes, prenez Robespierre, prenez Danton, ce sont des avocats, donc ce ne sont pas des croquants, ce ne sont pas les gueux du Rouergue, hein, ce sont des gens éduqués, élevés, qui ont fait des études, qui savent écrire, qui savent lire, et c'est eux qui participent à la Révolution française. Donc la Révolution française, c'est effectivement une révolte fiscale qui est faite pour prendre du pouvoir, et c'est la révolte de la classe aisée, supérieure, la classe moyenne, contre d'autres classes moyennes et supérieures. Mais ce n'est pas la révolte des pauvres. Mais pour autant, du coup, la finalité, ils n'ont pas réussi à atteindre leur but, puisque on voit pendant la Révolution française quand même la création des droits de succession, beaucoup de création d'impôts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, quel a été ce virage qui a quand même
comme vous en parliez au début, initier, créer beaucoup d'impôts. Oui, alors ce qu'ils ont quand même réussi à faire, c'est le fait que la noblesse paye davantage d'impôts par rapport à ce qu'on en payait. Donc ça, c'est quand même pour la bourgeoisie une réussite. Et puis, n'oublions pas probablement le principal impôt, qui est la spoliation des biens du clergé. C'est-à-dire que vous avez des biens privés qui sont nationalisés et qui sont reversés dans le trésor public. Ça, c'est un impôt magnifique que la République a refait ensuite en 1905 avec la nationalisation des biens du clergé. Donc là, c'est un impôt. En plus, vous pouvez faire passer ça comme un cas de justice en disant, bah, regardez, les monastères, vous savez, ils ont plein de terres, ils n'en font rien, donc on leur prend, c'est normal. Et donc, ça a permis de renflouer les caisses et de sauver un petit peu le budget, de sauver les assignats. Donc cet impôt spoliation à grande échelle fonctionne assez bien, mais on peut le faire que rarement parce que comme vous avez spolié les gens jusqu'à l'os, il faut attendre qu'ils aient se reconstitué un petit peu pour le faire. D'accord. Très bien. Je voudrais aborder une dernière thématique, mais en fait, c'est d'essayer de faire justement un parallèle avec toute cette histoire sur la situation d'aujourd'hui. Est-il possible de supprimer des impôts? D'abord, sur ce qu'on appelle les riches, puisque on pourrait avoir une révolte en réalité plutôt populaire, puisque les classes entre guillemets populaires se rebellent contre la baisse de l'impôt sur le revenu ou la suppression de l'IFI. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une réforme fiscale aujourd'hui? Est-ce que c'est possible au vu de l'histoire? Voilà. Alors on peut supprimer des impôts, mais ça suppose de modifier la philosophie qu'il y a derrière. Tout le monde est favorable à la baisse des impôts, enfin, hormis quelques mélanchonistes qui continuent à les augmenter. Dans l'ensemble, tout le monde est d'accord pour baisser les impôts. Mais le problème, c'est quels impôts on baisse ou on supprime, sachant que ces impôts servent à quelque chose. Par exemple, on dit qu'il faut supprimer les impôts de production. Tout le monde est d'accord. Mais les impôts de production servent à financer les collectivités locales. Et donc là, vous avez tous les maires qui sont vent debout en disant « D'accord, mais si vous les supprimez, comment est-ce qu'on fait nous pour nous financer et pour construire la piscine olympique dont nos concitoyens ont absolument besoin ou pour financer telle ou telle fête ?» Donc supprimer l'impôt revient d'abord à modifier la perception, la philosophie politique, à modifier le périmètre de l'État. Et tant qu'on ne modifie pas ça, on ne peut pas supprimer les impôts derrière, sinon vous allez avoir des révoltes fiscales. Les maires qui demandent à ce qu'on maintienne les impôts de production, c'est une révolte fiscale. Ils se révoltent contre la suppression d'un impôt. Quand vous avez également l'idée qu'on va, par exemple, le statut d'auto-entrepreneur, où il y a une fiscalité moindre, on a la révolte des artisans qui disent « Ah, il y a concurrence ». Bon, pourquoi pas? Et que demandent les artisans? Ils ne demandent pas à ce qu'on baisse leur fiscalité au même titre que les auto-entrepreneurs. Ils demandent à ce qu'on augmente celle des auto-entrepreneurs au même titre que la leur. Ce qui est stupide. Regardez là, les hôteliers qui s'en prennent à Airbnb ou aux plateformes, ils demandent à ce que Airbnb ait davantage d'impôts au même titre qu'eux. Ils ne demandent pas à ce qu'on baisse leurs impôts à eux pour être au même titre, au même niveau que Airbnb. Donc là, on est dans des révoltes fiscales, mais où la logique est de demander plus d'impôts pour les autres afin de rétablir une égalité ou une justice. On ne demande pas la diminution des impôts pour soi, pour être vers une justice qui rétablirait vers le bas. Donc on est dans un autre ordre. Et puis il y a un autre type de révolte fiscale, là qui marche très bien, qui est soit le fait de ne pas déclarer ses impôts. Et donc ça, c'est une forme de révolte contre l'impôt. On ne déclare pas parce qu'on n'a pas envie d'en payer. Ou alors de partir ailleurs, de se déplacer soit dans une autre ville, si les impôts locaux sont trop élevés, soit dans un autre pays. Donc l'exil fiscal est une forme de révolte fiscale. Et c'est probablement aujourd'hui la révolte à bas bruit, celle que personne ne voit, mais qui est la plus dangereuse pour un pays, parce que ceux qui partent, c'est souvent ceux qui ont le plus grand bagage intellectuel, humain, capitalistique. Donc le fait qu'il y ait autant de jeunes diplômés français qui partent à l'étranger, c'est un vrai problème pour la France. Ils ne partent pas que pour les questions fiscales, évidemment, mais ça y contribue. Et ça, c'est une révolte fiscale individuelle qui est en jeu aujourd'hui. Très bien. Et donc pour terminer cet entretien, je voudrais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous pensez que nous allons vers de nouvelles révoltes fiscales? Comment voyez-vous les choses pour le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors, on voit que la révolte des Gilets jaunes, qui était à l'origine une révolte contre l'augmentation des impôts, a abouti à ce qu'il y ait davantage d'impôts. Donc on a un peu raté. Je ne vois pas comment ils ne peuvent pas augmenter les impôts, étant donné les dépenses qui ont été faites pendant le Covid. Donc à moins d'avoir des économies extrêmement importantes
par exemple dans le secteur éducatif. L'école n'est pas gratuite, contrairement à ce qu'on nous dit. Vous mettez en place le chèque éducation, vous économisez à peu près la moitié du budget d'éducation nationale. Et là, on pourrait faire de vraies baisses d'impôts. Mais on voit bien que là, c'est un changement philosophique majeur. Donc, à moins de faire ça, ce n'est pas possible de baisser les impôts tant qu'on ne baisse pas la dépense publique. Alors, il y a un moyen quand même, c'est de nous endetter. Mais c'est l'impôt de demain. Oui. Et ça, c'est une question que j'ai failli vous demander tout à l'heure. Est-ce que on a recours à la dette pour aussi cacher, ou en tout cas ne pas faire d'augmentation d'impôts immédiate, avec le risque d'une révolte fiscale? Oui, alors la dette, c'est l'impôt sur les gens qui vont naître. Mm. Donc c'est une autre forme d'impôt. C'est l'impôt qu'on va faire payer aux générations qui viennent. C'est très commode puisque c'est nous qui en profitons et ce sont les autres qui le paieront. Donc c'est vraiment l'impôt idéal, si je puis dire. Sauf que la dette, il faut la rembourser, qu'on a quand même des taux d'endettement qui sont très importants. Donc on arrive un petit peu à la limite. On a encore un peu de marge, mais on arrive à la limite. Mais c'est un impôt qui est profondément immoral parce que faire payer aux autres ce que nous on consomme, c'est quand on va au restaurant, ça va 5 minutes de faire payer le restaurant par nos amis. À un moment donné, nos amis, ils en ont marre de payer pour nous. Bon, là, les enfants qui vont venir, ils vont pas se révolter puisque ils sont pas encore nés et quand ils seront nés, c'est nous qui serons morts. Donc il n'y aura pas de révolte de ce niveau-là. Mais c'est un impôt qui est profondément immoral. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Jean-Baptiste Noé, pour cet entretien. Et est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour les membres de Contribuables Associés ou tout est bon? Je pense que rien n'est jamais désespéré. Donc même en matière fiscale, on peut quand même arriver à avoir des bonnes choses. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt.